Déjà, j'étais freelance à la base et moi, mon but initialement, c'était de vendre du conseil plus à des tarifs plus élevés, donc faire de l'audit ou des choses comme ça sur des TJM à, je sais pas, 800, 1000 euros par jour. Du coup, j'ai commencé à poster du contenu sur LinkedIn tous les jours. Au bout de 6 mois, on m'a dit, bah, tu devrais créer une newsletter. Et j'ai créé une newsletter comme ça dans le but d'avoir des clients. Au même moment en fait où j'ai créé la newsletter, j'ai eu un gros client qui s'appelle Facebook. Donc j'ai plus vraiment eu besoin de clients puisqu'en fait j'avais ce gros client là qui renouvelle son contrat tous les ans. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais de cette newsletter? Le premier jour j'ai eu 500 abonnés en faisant l'annonce sur LinkedIn. Donc j'ai réussi à pas mal convertir l'audience. Et au bout d'une semaine, j'avais 1000 abonnés. Si les gens ils ouvrent pas à plus de 60% sur le premier mois, c'est qu'ils vont pas rester quoi. Mais j'ai une base de données avec 300 sponsors que j'ai notés et que mon assistante virtuelle va démarcher de manière régulière dès que le calendrier se vide un peu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Aujourd'hui, on va accueillir un spécimen de solopreneur assez rare sur le marché puisqu'il s'agit d'un développeur diversifié qui va nous raconter comment, en parallèle de ses missions de développeur en freelance, il a construit un produit à côté de sa vente de temps. Et ce produit, c'est une newsletter. Et une newsletter, vous allez voir, hyper spécialisée. Mais ça ne l'empêche pas de faire d'avoir plus de 45 000 abonnés à sa newsletter et d'en avoir fait un business, un solo business qui génère plus de 100 000 euros de revenus par an. Oui, c'est formidable. Donc, je vais vous présenter tout de suite ce nouveau membre du board qui va venir nous raconter son histoire et comment il a réussi à faire tout ça en parallèle. Ce nouveau membre, c'est Sébastien Lorbert. Salut Sébastien, bienvenue au board. Merci Flavie, très content d'être là, de pouvoir raconter un peu les dessous de ma newsletter avec ta communauté. C'est pas tous les jours qu'on a un développeur qui ait créé un média, qui s'y connaît un peu aussi en marketing de newsletter, etc. Donc je suis hyper honorée de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Et moi aussi je suis très content et effectivement je suis content de représenter aussi les développeurs. Il y en a quelques autres comme moi qui ont des newsletters, mais c'est vrai que on voit plus les profils marketing qui créent des newsletters, des ghostwriters, des choses comme ça, qui ont l'habitude, on va dire, du marketing, et un peu moins côté développeur, même si à l'international, on en trouve d'autres qui sont beaucoup plus gros que moi. Alors, tu as raison d'en parler parce que ta newsletter, donc, elle est en anglais, elle est internationale, elle s'appelle This Week in React. Je le dis avec un mauvais accent, je sais même pas si elle se dit comme ça. Et c'est une newsletter de curation. Enfin, tu vas nous raconter. Alors déjà, première question que j'ai pour toi. Pourquoi tu as choisi le modèle de newsletter, en fait, pour te diversifier? Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ce business-là? Parce que quand tu es développeur, en plus, tu peux faire plein de choses. Peut-être que tu pouvais même créer un SaaS ou d'autres trucs. Déjà, j'étais freelance à la base. Et moi, mon but initialement, c'était de vendre du conseil à des tarifs plus élevés. Donc, faire de l'audit ou des choses comme ça sur des TJM à, je sais pas, 800, 1000 euros par jour. Ce qui est plutôt dans le haut du panier pour un développeur. Et du coup, j'ai commencé à poster du contenu sur LinkedIn tous les jours. Au bout de 6 mois, on m'a dit, tu devrais créer une newsletter. Et j'ai créé une newsletter comme ça dans le but d'avoir des clients. Ce qui se passe, c'est qu'au final, ça a évolué. Et au même moment, en fait, où j'ai créé la newsletter, j'ai eu un gros client qui s'appelle Facebook. Et depuis 4 ans, je travaille en freelance pour Facebook. Donc j'ai plus vraiment eu besoin de clients puisqu'en fait j'avais ce gros client là qui renouvelle son contrat tous les ans et je me suis posé la question qu'est-ce que je fais de cette newsletter? Ça me prend beaucoup de temps et en même temps il faut que je justifie l'investissement en temps, mais j'ai pas de retour sur investissement parce que j'ai pas besoin de nouveaux clients et du coup ça sert pas à marketer mes services. Donc en fait j'ai un peu pivoté de stratégie et je suis passé sur comment je peux faire, sachant que ça m'apporte pas de lead pour mes services, de monétiser ce projet-là et pour pouvoir le rendre viable de manière indépendante. Alors, hyper intéressant parce que déjà, tu aurais juste pu arrêter en te disant, voilà, j'ai Facebook, je suis tranquille. Ça, c'est un peu l'écueil dans lesquels on tombe souvent en freelance parce qu'on crée du contenu quand on est à la dèche de clients, en gros, pour résumer. Ouais. Et après, quand on est en mission, j'ai pas le temps de poster sur LinkedIn, tu comprends, moi, je travaille. Alors déjà, à cette remarque, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que nous, on travaille pas vraiment avec Sébastien? Parce que on travaille quand même en parallèle de nos médias. Donc non, c'est une super démarche. Et alors, du coup, comment t'as fait pour trouver le concept en fait parce que donc t'as défini ton objectif, la monétiser, mais après ça, qu'est-ce que t'as fait?
Bah, moi, en fait, à la base, je suis développeur React avec une expertise sur vraiment un framework qui est, alors pour ceux qui connaissent pas React, c'est le plus gros framework front-end aujourd'hui qui vraiment surpasse tous les autres en termes d'audience. Moi, j'ai eu la chance d'être, il y a 10 ans, un des premiers utilisateurs à développer des applications avec ce framework, mais aujourd'hui, il y a des millions de développeurs dans le monde qui l'utilisent. Hmm. Donc, c'est quand même une niche qui est quand même assez grosse en fait, quoi. Ok, C'est pas c'est pas si petit. Faut savoir que la newsletter au début elle était en français d'accord. et finalement en fait j'ai décidé de l'ouvrir 2 ans plus tard à l'international parce que en fait la croissance en France c'était un peu compliqué et je me suis aussi rendu compte qu'en fait c'est compliqué de monétiser avec des sponsors en France parce que les sponsors français en fait ils sont moins enclins Hmm. à sponsoriser des produits, c'est moins un canal auquel ils sont habitués. Donc, Tout voilà, on ça, va dire que c'est intéressant parce qu'on voit dès le début que dès le début de ton concept, de ton pivot, tu as inclus ton objectif final monétisé dans bon bah va falloir que je change un peu mon concept parce qu'il n'est pas tout à fait adéquat aujourd'hui dans sa forme actuelle. Comment tu avais commencé ta newsletter pour monétiser. voilà, Trop c'est chouette. ça. Alors tu vas nous raconter après comment tu as trouvé ton audience market fit, comment tu as monétisé, comment tu as trouvé tes sponsors. On va en parler dans les épisodes suivants. Est-ce que tu as un petit défi peut-être à nous donner pour nous aider à être sûr qu'on part dans la construction d'une newsletter avec le bon objectif? Je pense qu'il faut se poser au moins 5 minutes et réfléchir vraiment à quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Il y a plein d'objectifs possibles. Ça peut être monétiser, trouver des leads, ça peut être développer son personal branding qui est un peu lié aussi, essayer de vendre plus tard un service productisé via des touchpoints récurrents qui permet en fait de rappeler que son produit existe de manière régulière, ou vendre des emplacements publicitaires, ce qui est ce que je fais aujourd'hui moi. Je pense qu'il y a peut-être un piège à éviter, c'est de le faire pour son ego et de se dire en fait je veux juste raconter ma vie. Ça peut être utile, mais c'est pour vous en fait quoi. C'est Ça s'appelle un journal intime et ça n'a pas voilà, c'est ça. forcément Mais besoin d'être sur Substack. voilà, mais il y en a qui sont un peu la newsletter s'est tournée vers moi, mais en fait ça peut aussi être un produit en fait où on essaie de résoudre vraiment un problème de la même manière qu'un SaaS Mm. Hyper, ou quelque chose du genre quoi. Hyper intéressant d'avoir cette logique de réfléchir à son média comme un produit. On en a pas mal parlé dans le board. Quand vous aurez fini cette mini-série, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes sur les newsletters qu'on a tournés sur tous ces angles-là, trouver son ton éditorial, augmenter la croissance de ses followers et tout ça. Donc c'est parti. Et je vous mets aussi dans la newsletter qui partira vendredi, comme tous les vendredis matins, avec tous les bonus des épisodes du board, et ben toutes les ressources que tu nous as glissées dans cet épisode, Seb, parce que t'as mis des liens, t'as mis plein de ressources, notamment américaines aussi, où ils sont très très forts sur la construction et la croissance de produits newsletter. Donc ce que je te propose, c'est qu'on parle maintenant des débuts de ta newsletter et comment t'as fait pour la monter jusqu'à 45 000 abonnés et à réaliser ces 100 000 euros de MRR, enfin de ARR, qui sont un peu le Graal Ouais. du solopreneur. Mais on va repartir du début et tu vas nous raconter tes débuts avec ta newsletter This Week in React. Ça se passe dans l'épisode 2. Là, tu as ton idée, tu as ton pivot. Comment tu as fait concrètement pour t'organiser, pour créer ce gros produit newsletter en parallèle de tes missions? Parce que si je comprends bien, à ce moment-là, t'es quoi? T'es développeur full-time chez Facebook? Raconte-moi un petit peu ton quotidien. En fait, j'avais déjà commencé les newsletters quand j'ai eu la mission chez Facebook, peut-être 2 mois avant, et j'avais déjà commencé à poster régulièrement sur LinkedIn tous les jours pendant 6 mois avant. Ok, Donc donc tu t'étais testé niveau discipline, quoi. voilà, je m'étais déjà testé. Bon après, je faisais ça en fait à une époque, j'étais très régulier sur le sport, j'y allais tous les jours, tous les matins, ce que je fais plus trop aujourd'hui malheureusement. Mais du coup, en fait, j'avais pris l'habitude de me dire voilà entre deux machines de muscu, je vais lire un article et puis faire un post LinkedIn quoi. Et Ah, du coup, classe! Ah, j'avais ma routine comme ça qui fonctionnait bien. Et c'est vrai qu'au début, en fait, la newsletter c'était surtout une reprise des posts LinkedIn que j'avais déjà fait. J'avais aussi un peu une sorte de viral loop où en fait j'ai incité les gens à aller sur les posts LinkedIn que j'ai fait pour commenter, pour mettre un like ou autre, ce qui m'assurait aussi une visibilité sur la plateforme et ensuite que je pouvais convertir en abonnés. Donc ça c'est pour les premiers abonnés. Après il y a eu aussi quelque chose qui est assez classique au début, c'est de faire des partenariats avec d'autres newsletters à peu près de la même taille. On appelle ça du cross
comment ça s'appelle, Bon, Moi, je voilà, en connais fait, c'est un cross-média, quoi, partenaire. parce que Ouais, je c'est connais le ça. cross-podcast pour le podcast. En newsletter, je sais pas comment ça Bah, s'appelle, c'est la mais... même chose, oui, c'est du cross-posting. Hmm. Enfin, en gros, chacun met une petite pub dans sa newsletter pour la newsletter de l'autre. Donc ça Ok. marche pas mal aussi parce qu'en fait, généralement, les gens il y a des gens qui souscrivent à des newsletters et d'autres qui souscrivent pas. C'est comme les podcasts, en fait, tu vois. Je veux dire, soit t'as l'habitude d'en écouter, soit t'as pas l'habitude d'en écouter. Donc, au final, c'est plus facile de convertir une audience qui a déjà l'habitude d'utiliser ce canal-là que d'essayer de convaincre des gens, en fait, en fait, tu devrais écouter des podcasts alors que t'as jamais écouté de podcast, quoi, tu vois. Et carrément, et tu sais que les podcasteurs, ils ont poussé le truc loin parce que maintenant, ça s'appelle le podcast Swap. Et en fait, tu Mm. mets un épisode d'un autre podcast que tu conseilles d'écouter dans ton feed de podcast. Ouais, Donc, j'ai vu ça, ouais. ouais, un peu comme le podcast Et invité. ouais. Mais ça se fait aussi en newsletter, ce genre de choses. Ok, trop Et bien. soit c'est fait de manière plus ou moins artisanale, soit aussi on peut ouvrir un article invité qui serait envoyé directement par un autre auteur. Je crois que Substack fait ça, mais je suis pas sûr. En D'accord. tout cas, on peut le faire avec un logiciel, on peut aussi le faire à la main. C'est pas un souci, quoi. D'accord. Donc là, t'en es à combien d'abonnés à peu près qu'on se rende compte? Parce que tu dis mes premiers abonnés, mais je me rappelle quand je parlais avec Johan Lopez de Snowball, c'était genre, il a eu d'un coup 10 000 abonnés, tu vois, moi, ce qui était pas mon cas. Alors, Donc, moi, c'est pas du tout mon cas non plus. Déjà, en fait, je pense que Snowball, c'est newsletter finance, ça parle à beaucoup de gens, parce qu'il y oui. a beaucoup de gens qui ont envie de devenir riches, donc il y a aussi la promesse un peu très attractive. Moi, je suis développeur, je veux dire, je peux pas m'adresser à n'importe qui. Mon but, c'était vraiment initialement de convertir mon audience LinkedIn existante. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai créé la newsletter, le but, c'était qu'en fait, les gens qui me suivaient déjà sur LinkedIn, qui me likaient régulièrement, s'abonnent à la newsletter. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir un démarrage plutôt correct où, en fait, le premier jour, j'ai eu 500 abonnés en Wow. faisant l'annonce sur LinkedIn. Donc, j'ai réussi à pas mal convertir l'audience. Et au bout d'une semaine, j'avais 1000 abonnés. Après, la Est-ce qu'il est, croissance a été beaucoup plus lente. alors, je trouve ça chouette parce que d'un côté, ça valorise aussi ceux qui ont des audiences de niche. Et je pense que si moi, demain, je recréais une newsletter sur le soloprenariat from scratch, j'aurais beaucoup d'abonnés grâce à Ah mon bah oui, profil c'est sûr, LinkedIn ouais, parce que parce qu'en je fait, parle que de soloprenariat. Donc, c'est cool aussi de voir que les experts sont mis en avant sur ça. Et donc, avoir sa base solide de, comme on dit, c'est les 1000 premiers fans, en fait. C'est peut-être eux qui t'ont aidé aussi derrière à monétiser oui, ton bien média. sûr. Ouais. Ok. Alors après, t'as fait quoi Euh, d'autre on va dire dans la croissance, dans la montée en puissance de ta newsletter? alors, dans la croissance, faut savoir qu'ensuite, j'ai quand même pas mal stagné parce que, bah voilà, je pense qu'à l'époque, il y avait pas forcément. On est en 2020 là. En Ouais. 2020, LinkedIn, c'était bon. En gros, il y avait déjà de l'activité, il y avait déjà des gens bien établis qui postaient régulièrement. Mais côté développement, en fait, il y avait personne, quoi. Il y avait Hmm. moi et puis deux, trois autres mecs qui postaient régulièrement. Et puis les développeurs étaient pas trop sur LinkedIn. Maintenant, aujourd'hui, ça a complètement changé, comme dans plein d'autres secteurs. Ok. Mais à l'époque, en fait, la croissance était vraiment lente, c'est-à-dire je prenais 20 abonnés par semaine, Ok. ce qui est pas énorme. Et la première année n'était pas du tout monétisée. Donc, je me Mhm. suis posé la question, est-ce que ça a vraiment d'intérêt que je continue à faire ça? Je prends quand même beaucoup de temps à faire ça. Au début, c'était peut-être les posts LinkedIn, ça me prenait une demi-heure tous les matins, et puis la newsletter, ça me prenait une demi-journée que j'avais allouée sur mon planning. Donc c'était vraiment une après-midi, je sais plus, le lundi après-midi, quelque chose comme ça que je dédiais à la newsletter. Mhm. Ok. Donc qui était très simple au début. Ça a évolué avec le temps et j'y ai alloué de plus en plus de temps. Et donc ça a pas trop la croissance n'était pas trop là, 20 abonnés par semaine, pas monétisé, bon c'est compliqué. J'ai eu quand même quelques démarchages d'entreprises qui avaient envie de recruter des développeurs qui m'ont Ok. payé des petits tickets du genre c'était 400 € pour diffuser des offres d'emploi pendant un mois dans la newsletter. Donc c'est D'accord. pas Faut commencer quelque part. voilà, faut commencer quelque part. La première ça c'était en 2021 où en fait j'ai D'accord. eu ces premiers sponsoring comme ça. Mhm. Et ça m'a au moins donné l'idée que c'était potentiellement possible en fait d'en faire quelque chose de monétisé de manière autonome, même si à côté j'ai pas de produit, et Trop j'ai bien. pas de modèle payant ou d'autres choses à vendre que le média en lui-même, quoi. Mais t'as quand même une petite confirmation. Ok, ben super. Alors merci de partager avec nous cette espèce de plateau de la mort parce que il existe en fait, surtout quand on crée un média Ouais. spécialisé. Moi, le podcast aussi, c'est super long quoi. Au début, c'est vraiment t'as l'impression de parler dans le vent pendant presque un an, voire même plus.
À ce stade-là, est-ce que tu as du coup, pour les gens qui sont en train de se lancer, est-ce que tu aurais vraiment des conseils de choses à faire, de choses à pas faire avant d'arriver à l'épisode suivant où tu vas nous raconter quand est-ce que tu as commencé à sentir vraiment ton audience market fit et que ta newsletter décolle? Bah, en fait, je pense qu'au début, ce qu'il faut surtout, c'est prendre l'habitude d'écrire. Et une fois, en fait, il faut comprendre qu'en fait, c'est un objectif à long terme. Si vous êtes fixé de créer un média, il faut vraiment écrire et s'accrocher. Il faut se lancer, il faut créer un compte et il faut surtout allouer du temps dans son planning. Donc là, comme ça, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de créer un compte sur une plateforme. Il y en a plein. Il y a Substack qui est plutôt pour le côté éditorial. Si vous voulez faire un média, moi, je conseillerais plutôt Beehive parce qu'ils ont des outils d'analytics qui sont beaucoup plus poussés, qu'on pourra en discuter dans les prochains épisodes justement. Mais c'est plus adapté aux médias comme le mien que à un créateur qui va écrire régulièrement pour son audience et potentiellement pousser ses produits. Si vous avez des produits, peut-être que ConvertKit, c'est une plateforme qui est plus adaptée pour commencer. Donc voilà, il n'y a pas de plateforme idéale. Elles ont toutes des inconvénients et des avantages. C'est ça. En fonction du profil. Trop bien. Bon, ben parfait. Sage recommandation d'allouer du temps à ses objectifs. Hein. J'en reparlais il y a pas longtemps avec mes alumni de bootcamp. Je veux dire, si tu veux écrire un livre, regarde combien de temps tu passes chaque semaine à écrire ton livre. Hein, parce que c'est sûr que si vous voulez faire une newsletter à 45 000 abonnés, faut commencer par passer un petit peu de temps à la rédaction et à la construction de ce process. Allez, c'est parti. On va passer à la suite où tu vas nous raconter ce que tu as fait, Sébastien, pour trouver ton audience market fit. C'est un peu comme pour un produit, on dit product market fit, c'est le moment où tout s'accélère, où à la fois tu as beaucoup plus de croissance, mais aussi tes premiers revenus qui vont s'accélérer, et on va raconter tout ça dans l'épisode suivant. Alors, à quel moment tu as senti que tu avais ton audience market fit, ou alors peut-être même, qu'est-ce que tu as fait pour passer du plateau à l'audience market fit? Est-ce que tu te rappelles? Bah, en fait, je pense que le fit avec l'audience, je l'ai eu dès le début, mais je l'ai su plus tard parce que en fait, j'ai pas forcément trop de retours initialement, et puis surtout, en fait, il y a des métriques à surveiller, et tu peux savoir vraiment s'il y a un fit que sur le long terme. Donc, il faut surveiller un peu les métriques du genre l'open rate de tes emails pour voir si le taux d'ouverture est bon. C'est quoi un bon taux d'ouverture pour toi? Pour moi, un bon taux d'ouverture, c'est au début, tu dois être au minimum à 60%. Faut que tu sois vraiment sur un taux qui est au-dessus des emails commerciaux, des newsletters de produits auxquels tu souscris et tu lis jamais parce qu'en fait, toi, voilà, t'as envie vraiment que les gens te lisent. Si les gens, ils ouvrent pas à plus de 60% sur le premier mois, c'est qu'ils vont pas rester, quoi. Ok, super intéressant. En plus, oui, c'était hardcore fan quand même du début, donc c'est pas trop dilué ton audience, donc c'est vrai que ça serait bizarre qu'ils ouvrent pas ton mail. Au début, il faut vraiment que ce soit élevé. Si t'arrives pas à garder le truc élevé, au moins sur les nouveaux abonnés, c'est que soit tu vas chercher les mauvaises personnes, tu les convaincs avec des stratégies un peu douteuses, des lead magnets qui fonctionnent pas forcément, qui sont pas forcément liés avec le contenu que t'envoies derrière ou des choses comme ça. Donc il faut trouver une adéquation entre en fait comment tu fais ton acquisition et derrière ce que t'envoies, et faire en sorte que l'audience que tu vas convertir apprécie le contenu derrière que tu envoies, parce que sinon ça va pas fonctionner. T'as raison du coup de parler des outils, parce que je veux dire, moi avec Substack, j'ai pas toutes ces infos, quoi. Franchement, c'est hyper faiblard en analytics, quoi. Tu vois, sur genre l'open rate des nouveaux, voilà, j'ai un petit scoring avec 3 étoiles, mais bon, c'est pas ouf, hein. Ouais, écoute, honnêtement, moi je suis sur ConvertKit, c'est pas forcément mieux, mais c'est pas à la base, c'est pas un logiciel qui est adapté non plus qui n'a pas été créé pour les newsletters, c'est plus fait pour vendre des produits. Beehive est arrivé après. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est celle qui fournit l'analytics la plus poussée. Okay. Mais pour des raisons techniques, je peux pas trop switcher. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'aimerais bien en tout cas aller sur une plateforme où je peux vraiment avoir des analytics un peu poussés, parce que c'est important pour mon type de newsletter. Bah ouais. Alors qu'est-ce que tu vois d'autre dans les analytics à surveiller comme le lait sur le feu? En fait, à partir du moment où on veut monétiser avec des sponsors, ce qu'il faut s'intéresser aussi, c'est l'engagement de l'audience. Donc il faut que les gens cliquent sur des liens. Il faut que tu puisses en fait montrer aux sponsors que en fait s'ils mettent un lien dans ta newsletter, ils vont soit avoir du trafic, soit au moins
Le awareness, c'est compliqué à mesurer, donc en fait, je pense que c'est quand même rassurant pour un sponsor de se dire, bah voilà, en fait, j'ai une métrique que je peux vraiment mesurer, c'est le coût par clic. Je sais que je mets 100 euros ou 1000 euros dans ce sponsoring. J'ai 100 clics, ça veut dire que le coût par clic est de 10 euros. Ça te permet aussi de te mesurer un peu avec la concurrence parce qu'en fait, tu peux mesurer par rapport au prix potentiellement qui est affiché dans les media kits des concurrents, de savoir quel est le coût par clic auquel ils vendent. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut étudier pour savoir en fait si ton audience c'est une audience de qualité qui va éventuellement acheter ou au moins cliquer sur des produits. Ce que tu peux mesurer toi de ton côté, c'est juste le clic en vrai. Donc c'est une métrique qui reste importante pour savoir s'il y a de l'engagement, si les sponsors ont la possibilité au moins de trouver un retour sur investissement. Ok, intéressant. Et comment tu t'es formé sur tous ces trucs? Parce que je rajoute cette question, mais t'es d'accord que dans ton domaine, t'étais formé sur React et tout ça, le contenu dans lequel tu parles de ta newsletter, mais tout ce qui va être contenant, marketing de newsletter et tout, t'as trouvé ça où? Alors, j'imagine aux US, mais c'est quoi tes sources un peu? T'as été un peu indie hacker sur ce coup-là ou t'as quelqu'un qui t'a montré comment on faisait tout ça? Il y avait déjà pas mal de newsletters qui existaient. Notamment, moi, il y avait une grosse newsletter. Enfin, c'est même pas juste une newsletter, c'est un ensemble de newsletters. C'est un mec qui a créé ça il y a 10 ans, qui s'appelle Cooper Press, qui avait des newsletters sur chaque topic un peu de l'informatique. Enfin, pas de l'informatique, mais genre il en a à peu près 8, je crois. Et du coup, moi, j'étais déjà abonné à ces newsletters. Et en fait, il en avait déjà une sur le framework que moi j'utilise. Mais j'étais à peu près persuadé de pouvoir faire mieux. Et aujourd'hui, lui, il a toujours sa newsletter à 50 000 abonnés qui évolue pas trop, et je pense que je vais le dépasser cette année. Donc, je pense que j'ai atteint, on va dire un peu validé mon pari sur que en fait, je pouvais créer quelque chose qui intéresserait plus la même audience en fait. Hyper intéressant aussi de montrer que finalement tu pars d'un marché existant et que c'est pas parce qu'il y a un concurrent que t'as pas une approche différente. C'est comme si moi je m'étais dit je peux pas créer un truc sur le freelancing parce que tout le monde parle. Enfin tu vois il y avait déjà des podcasts existants. Et au final en 3 ans moi je me suis hissée peut-être bien à la première place en termes d'écoute de podcasts alors qu'il y avait déjà aussi d'autres podcasteurs. Donc super chouette de voir comment t'as approché les choses. Ok, alors sur la partie audience market fit, est-ce qu'il y a d'autres signaux qui montrent qu'on est ou qu'on n'est pas dans son audience market fit? Disons que je pense qu'il faut attendre plusieurs mois. Au début, l'open rate doit être élevé. Si on attend plusieurs mois, en fait, il faut au moins rester au-dessus de 45-50%. Si on descend en dessous, c'est que en fait les gens, le contenu il matche pas avec ce qu'ils recherchent quoi. Il y aura des désabonnements, il y aura des déjà, ça se mesure, c'est pareil. C'est s'il y a trop de désabonnements ou que l'open rate descend trop bas, c'est que c'est pas le bon contenu et que soit ça matche pas avec l'audience qui a été convertie, soit il faut soit changer la conversion, soit changer le contenu quoi. J'ai fait un épisode avec Marion Darras sur Solopreneur Newsletter dans lequel on parle pas mal aussi de nettoyer sa base mail, etc. Ça peut valoir le coup, je pense, si tu pivotes un peu, si tu évolues. Tu vois, moi, en 3-4 ans, j'ai quand même pas mal évolué. Donc, oui. Peut-être aller l'écouter aussi si vous voulez peut-être améliorer votre open rate, notamment pour cleaner votre truc avant de récupérer de nouveaux sponsors, par exemple. Ouais, effectivement. Et puis, faut savoir qu'on fait de l'acquisition à un moment donné, quand on essaie de booster la croissance, on fait de l'acquisition. Il y a des sources d'acquisition qui sont pas de la même qualité. Donc, en fait, des fois, on arrive à obtenir, je sais pas, 500 abonnés d'une source, et en fait, on se rend compte qu'ils sont tous pourris. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la garder? Ça, c'est la bonne question. Moi, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il faut s'en débarrasser. Moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir jamais cleané ma base en 4 ans. Mais là, je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'ai, on va dire, peut-être 6000 abonnés sur les 45 000 qui lisent jamais, qui n'ont pas ouvert un mail, je crois, en 6 mois ou un truc comme ça. Donc après, peut-être changer de vie aussi. Moi, c'est ce que je me dis, tu vois, sur le sujet solopreneur. T'as des gens qui veulent se lancer, qui finalement se lancent pas ou qui reprennent un taf de salarié ou quoi. Moi, je suis à l'aise avec l'histoire que la newsletter, c'est un flux aussi. C'est pas que un stock
tu vois, c'est pas mon petit trésor de Picsou où Oui, genre oui. les abonnés ils sont à moi. Je dois toujours faire mes preuves pour qu'ils restent avec moi et s'ils changent de projet de vie, bah je vais pas aller contre ça. Oui, bien Trop sûr, bien. bah ouais, mais c'est pareil, moi aussi j'ai des abonnés qui sont par exemple des reconvertis, mais en fait ils vont pas forcément réussir à comprendre le contenu parce que moi je vise plutôt une audience senior. Mm. Et bah peut-être qu'en fait même ils vont abandonner leur reconversion parce qu'en fait ils ont pas réussi Ouais. enfin c'est difficile de se reconvertir aujourd'hui pour les profils juniors, il y a pas mal de reconversions en cours et le marché est tendu, donc bah, il y en a certains Deuxième idée de qui vont newsletter pour abandonner, toi un jour. peut-être. Bon, Ouais. écoute, parfait. Est-ce que tu as un défi pour nous avant qu'on passe au côté croustillant et sonnant et trébuchant de ta newsletter qui est comment trouver des sponsors? Bah moi je propose d'envoyer un email par semaine pendant 3 mois, on va dire par exemple, et de vérifier l'évolution de l'open rate et de l'engagement de l'audience dans le temps. Donc ça veut dire aussi que bah il va peut-être falloir ne pas essayer de convertir sa famille et ses amis parce qu'en fait ok c'est cool, ils se sont abonnés à votre média, mais en fait si c'est pas l'audience cible, en fait ils vont un peu biaiser les stats et c'est pas forcément une bonne chose. Il vaut mieux essayer de garder un bon open rate avec des gens que vous connaissez pas du tout, Mm. euh, qui vont pas Complètement vous lire d'accord. juste pour vous faire plaisir. Un petit bisou à ma maman et à mes 20 potes que j'avais rajouté de force au début pour avoir une audience au tout Voilà. début, et qui sont pas du tout solopreneurs, on les embrasse et que du coup maintenant j'ai cleané et j'ai que des solopreneurs et des freelances dans ma base. Trop bien. Allez, c'est parti pour l'épisode suivant où tu vas nous raconter comment on trouve des sponsors et comment on génère du revenu régulier avec eux. Super intéressant. C'est parti pour écouter tous tes conseils. Comment t'as fait pour passer de tes 400 dollars de publication d'une offre d'emploi à tes 100 000 euros de revenus récurrents sur du sponsoring? Raconte-nous un petit peu comment ça a évolué dans ta démarche et comment un développeur de métier réussit ce tour de force aussi de prospecter des sponsors, parce que vraiment on est sur deux activités là qui pour le coup sont opposées et souvent c'est pas pour faire des généralités mais c'est pas forcément un truc que vous adorez faire du commercial, on va dire. Bah, je pense que c'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de développeurs aujourd'hui qui veulent développer des produits tout seuls, des SaaS et des choses comme ça. Je pense on a bien ingurgité le fait qu'il fallait faire du marketing. Et enfin, il suffit pas juste de créer un produit pour que ça fonctionne. Moi, je suis dans le monde open source aussi et c'est pareil en fait. Quand on crée un produit open source, même si c'est gratuit en fait, les gens ils ont pas forcément envie d'utiliser un truc que tu crées Mmh. gratuitement et il faut aussi le marketer même si c'est gratuit. Ah, intéressant. Donc, on va dire que maintenant les développeurs, ils sont quand même conscients de tous ces enjeux. Et ensuite, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est déjà passer en anglais, parce que ma newsletter française, elle avait pas une croissance fulgurante, on va dire. Donc, j'ai fait de l'acquisition organique via Twitter pour la grossir. Ça a pas mal marché. Donc, à T'es partir du anglais moment où natif l'audience ou enfin comment tu fais bah, j'imagine que oui parce que ta veille c'était déjà un peu des articles en anglais, ça t'a pas posé de problème d'un point de vue rédaction, je veux dire? bah, c'était quand même un peu compliqué dans mon workflow parce qu'il fallait que j'écrive la newsletter en anglais, que je la traduise tout de suite en français et qu'ensuite je segmente ma base email en deux Mmh. pour envoyer deux emails dans deux langues différentes. Donc aujourd'hui j'ai simplifié parce que c'était quand même très compliqué à gérer sur le long terme, surtout qu'en plus j'avais des sponsors français et des sponsors anglais à un moment Oh, donné. purée. Ça c'était vraiment l'idée du siècle. J'ai vite compris qu'en fait le segment qui allait raconter de l'audience, qui allait rapporter de l'argent, c'était le segment anglais. OK. Les sponsors, c'était pas du tout les mêmes, c'était des gros SaaS américains ou internationaux. Et en fait, tu te rends compte à un moment donné que bah, placer des offres d'emploi pour des jobs en France par des petites startups, bah ça va Mmh. pas monétiser beaucoup par rapport à des Américains comme je sais pas des SaaS comme Sentry ou des choses comme ça qui sont des gros outils pour développeurs et qui sont valorisés à plusieurs milliards. Mmh. Où en fait les mecs bah voilà ils ont un budget marketing et ils disent bah j'ai je sais pas 100 000 ou 1 million pour dépenser en newsletter dans l'année ou en influenceur et en fait tu vois ils ont l'habitude de sponsoriser des newsletters, t'es pas le premier, t'es pas le dernier qui vont sponsoriser, donc ils connaissent le canal, ils ont le budget et ensuite c'est pas leur argent qu'ils dépensent, tu vois, c'est pas comme un fondateur de startup qui est un peu ric-rac. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est le mec, le head of marketing qui dit, ouais, on a 100 000 euros pour sponsoriser des médias ce trimestre. Et bah, ils vont les dépenser, et ils vont faire des tests. Et des fois, les tests vont pas marcher, mais tu vas quand même gagner de l'argent parce qu'en fait, ils t'ont sélectionné dans le test. J'adore ce que tu décris parce que tu vois, on peut vite tomber dans cet écueil. Moi,
j'ai de la chance parce que le marché des marques pour les freelances, il est quand même très dynamique en France. Il y en a plein qui se lancent. Mais quand même, si on se concentre que sur les Français, on oublie, je sais pas, des trucs énormes, genre ConvertKit. Est-ce qu'ils veulent pas augmenter leur pénétration en France? Si oui, pour moi, ce serait peut-être plus facile d'avoir un sponsor comme ConvertKit ou Kajabi, qui sont des énormes SaaS américains, plutôt que peut-être la nouvelle marque qui se lance en freelance en France, tu vois. Donc, merci pour le rappel. Du coup, tu as adapté encore ton offre en anglais. Comment tu as fixé tes prix aussi? Parce que tu en as parlé tout à l'heure. T'es allé faire, t'es allé regarder en Sioux là les tarifs, les media kits des autres, qui souvent sont publics. Faut chercher un petit peu, mais on les trouve. Comment t'as pricé? Parce qu'il y a plusieurs façons de pricer, non? Au coût par clic, par abonné. C'est assez compliqué Oui, quand même quand on il y a pas découvre mal cet univers média. il y a pas mal de méthodes qu'on peut trouver en ligne. Ils disent selon l'industrie, alors le coût par 1000 emails envoyés, en fonction du open rate, le coût par clic. Enfin, il y a plein de stratégies. Bon, moi, je me suis un peu calé sur en fait ce que les autres faisaient déjà. Trop bien. J'ai pris les D'ailleurs, tu nous newsletters. mets dans la newsletter des exemples de kits média. Donc, allez voir Ouais, si vous ouais. si vous avez une newsletter, ça pourra vous donner des idées. Donc c'est assez facile en fait de trouver des newsletters un peu concurrentes sur le même secteur. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit vraiment des concurrents directs. On peut juste, moi par exemple, je veux juste regarder c'est quoi les média kits des autres newsletters qui font du média avec des sponsors dans le secteur du développement. Donc tu vois par exemple un développeur iOS qui fait des applications mobiles, bah c'est pas exactement un concurrent direct pour moi puisqu'on n'a pas la même audience. Mais par contre, je pense que s'il arrive à vendre des sponsors des placements de pub à des sponsors à un tel prix, avec à peu près une audience qui a, je sais pas, 50 000 abonnés avec 50% d'open rate, bah, c'est à peu près peut-être les tarifs que moi je vais aussi appliquer, ou au moins je vais tester ces tarifs-là pour voir si j'arrive à faire des ventes ou pas. Bah carrément, regarde moi, il y a pas longtemps j'étais sponsorisée par Conto, Mathieu, Stéphanie aussi. On n'a pas du tout les mêmes audiences, mais ça marche Ouais, mais c'est aussi. pas un souci, C'est ouais. juste pas les mêmes prix. C'est des tailles d'audience différentes et puis bah de toute façon après tu fais un peu une sorte de prorata, tu vois, tu dis bon lui il a tant d'abonnés, il a tel open rate affiché sur son media kit, tu peux te dire bah voilà en fait par ouverture bah il facture tant. Donc c'est peut-être je sais pas moi j'avais calculé qu'en fait un abonné tu vois il me rapporte je sais pas 2 centimes par newsletter ou un truc comme ça. Je sais plus exactement mais j'avais calculé en fait c'est quoi en fait le prix que me rapporte un abonné qui ouvre la newsletter en fait, tu vois. Un Et à peu partir de comme là, la tu peux. lifetime value pour un SaaS, mais tu le Ah calcules mais pour ton c'est média. exactement ça. C'est exactement Ok, ça. C'est en fait on est vraiment sur le même modèle qu'un SaaS en fait, dans super le sens où en intéressant. fait tu vois en fait le SaaS ce que tu veux c'est que le mec il reste sur son plan monthly ou annuel, tu vois que il paye chaque mois ou chaque année. Bah Mm. moi c'est pareil sauf qu'en fait tu vois à chaque fois que je fais une impression, je gagne de l'argent. Donc au final tu peux juste te dire qu'en fait ton abonné c'est comme si c'était un client de ton SaaS qui doit pas te churner, qui doit pas s'en aller parce que sinon il te rapporte plus. Mais tu le monétises beaucoup moins parce qu'en fait tu le monétises avec de la pub. Mais Hyper intéressant. mais Et une question subsidiaire que j'ai pour toi en termes de monétisation, comme tu parles de logiciel, de SaaS et tout, tu fais de l'affiliation ou tu fais du sponsoring? Les gens ils payent une fois pour être paru pour la parution dans ta newsletter, ou est-ce qu'en plus tu prends du fees s'il y a des clics, etc. bah il y a plusieurs modèles. J'ai essayé l'affiliation une ou deux fois. Franchement, ça m'a pas trop convaincu. Mm. Euh, Parce qu'en fait, l'affiliation, il faut vraiment croire au produit affilié que tu vends et que ce soit un bon fit pour l'audience. Mm. Moi, j'ai pas vraiment trouvé de produit que j'avais vraiment envie de promouvoir avec mes propres mots. Et puis en plus, j'aime pas le côté non prédictible du revenu que tu vas avoir. Donc en fait, ça te fait Mm. porter le risque de ton côté. Alors qu'en D'accord. fait, bah moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de prendre le risque de mon côté puisqu'il y a des sponsors en fait, ils ont envie enfin ils sont capables de payer un prix fixe et de dire bah en fait on prend le risque de notre côté. Et puis surtout en fait, il y a un gros problème, c'est que quand tu fais de l'affiliation, pour moi, c'est ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait, même si tu fais aucune vente et que tu rapportes rien, tu fais de l'awareness pour le produit Ah bah grave. Ah affilié. mais Donc en fait, tu leur fais de la pub gratos et ça, on c'est est pas d'accord. monétisé.
S'il y a déjà de l'argent sur la table, pour faire du brand content, du sponsoring et tout, autant le prendre. Je suis complètement d'accord. Ah oui, bah voilà, c'est en fait moi ce que je veux c'est avoir un MRR pour ma newsletter qui soit régulier, que je sache à peu près combien je vais gagner chaque mois, quoi. Et Pas alors que ce du soit coup, le hasard. dis-moi, parce que ce qui est impressionnant, tu m'as montré l'autre fois ton dashboard avec tous tes sponsors, et franchement, t'en as beaucoup calé à l'avance, donc c'est vraiment le rêve du média, parce que ce qui est plus chiant, c'est de prospecter, d'être en dèche, d'avoir des trous dans la raquette, et du coup de plus avoir de revenus récurrents. Donc toi, t'as réussi à transformer du one-shot en recurring. Comment t'as fait, quoi? À la fois peut-être pour les prospecter avec assez d'avance, enfin, c'est quoi ton organisation derrière? Parce qu'il y a quand même un truc. Bah déjà j'ai fait une page de vente, donc sur laquelle je vais mettre, on va dire déjà bien détailler l'offre. Alors moi aujourd'hui, au début j'avais qu'un seul placement en 2 langues, donc c'était un peu compliqué à gérer. Je suis passé sur une seule langue, donc on peut sponsoriser que un seul segment et le newsletter est plus qu'en anglais. Et bah, j'ai mis des testimonials de lecteurs et aussi d'anciens sponsors qui ont déjà sponsorisé. Et aussi j'ai proposé des bundles où en fait tu vends pas juste le slot à l'unité parce qu'en fait c'est un peu compliqué. Il faut toujours faire des échanges d'emails et tout ça. C'est plus simple en fait de vendre pour tout un mois par exemple plutôt que de vendre une semaine après une semaine. Surtout que moi j'ai 4 placements maintenant, donc il faut vraiment qu'on vende plusieurs placements d'un coup et puis surtout des tarifs dégressifs qui incitent les sponsors à se dire bah en fait j'aurai un meilleur tarif si j'en prends 4 d'un coup plutôt que un. Donc ça permet d'aider. Mais ouais, j'allais dire comme ça, t'amortis tout ce temps de relation client. Je vous mets dans la newsletter ta page de vente parce que c'est masterclass. Alors c'est un peu style dev quand même. On comprend bien que tu t'es adapté au code de ton univers parce que je sais pas avec quoi tu l'as fait, mais ça ressemble à GitHub, ce genre de truc. Il y a pas trop de photos. C'est le logiciel que je développe pour Facebook en freelance en fait. Donc j'ai vraiment réutilisé le truc que je connaissais bien et honnêtement c'est pas forcément adapté pour ça. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Non mais c'est hyper bien ta page de podcast est bien aussi. Hein. Ça respecte tous les trucs, les testimoniaux, la FAQ, le comment on va faire pour travailler ensemble, comment commander un sponsoring. Franchement, t'es allé très très loin, c'est hyper propre. Et en fait déjà, je fais même une petite aparté, mais en fait il y a plein de gens qui me disent ouais je voudrais sponsoriser, mais ils ont même pas de truc, ça raconte rien. On sait même pas quelle audience ils touchent, combien ça coûte et comment on fait pour sponsor leur prochaine newsletter et comment ça va apparaître dans la newsletter. Donc tout ça c'est des trucs à faire. Donc go sur la page de Sébastien si vous voulez construire la vôtre quoi. Ok. Et après sur le recurring, donc c'était package. Est-ce que tu as d'autres tips sur la prospection ou je pense qu'une fois que tu as la page de vente, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dessus. Ouais. Donc moi j'ai la chance, c'est qu'en fait, enfin au début je faisais ça un peu, c'était plus de l'inbound où en fait il y avait des boîtes françaises qui voulaient me sponsoriser, elles venaient toutes seules. Et je gérais tout par mail. Bah, c'est vrai qu'après quand j'écris la page de vente, bah en fait tu mets un lien vers la page de vente dans la newsletter. Donc déjà si tu as des entreprises qui te lisent, donc moi c'est bien, c'est qu'en fait tu vois il y a les sponsors potentiels aussi sont aussi des lecteurs potentiels. Donc ça fait de l'inbound de manière un peu automatique. Et bah il y a aussi un truc qui est important à comprendre, c'est qu'en fait les entreprises qui sponsorisent une newsletter, c'est des entreprises qui sponsorisent d'autres newsletters aussi. Donc il faut pas aller hésiter à démarcher sa concurrence pour leur piquer des sponsors, parce qu'en fait les sponsors ils ont des budgets et des fois en fait ils te connaissent pas et c'est la seule raison pour laquelle ils ont pas sponsorisé ta newsletter, c'est parce qu'en fait ils ont pas entendu parler de toi avant quoi. Donc je vois il faut rentrer dans leur radar. Même stratégie. Mais ça c'est hyper important, je pense qu'il faut accepter quand tu es un média que tes clients soient naturellement butineurs. Et c'est normal. En fait, un client B2B, il faut qu'il sponsorise plusieurs podcasts et plusieurs newsletters pour être connu partout. Il va pas avoir de l'exclusivité. Faut partager un peu. C'est un peu du polyamour avec les sponsors. Mais je pense que en fait, il faut comprendre aussi que tous les gens qui font du marketing, ils ont des budgets de test, en fait. Ou en fait, tu vois, même ceux qui font du Google Ads ou des trucs comme ça, tu vois, ils lancent des campagnes de test et ils se disent, bah voilà, on a 5000 € de budget pour faire un nouveau test avec des nouvelles créatives, avec tel ou tel truc. On a une nouvelle landing page, on veut savoir quel est le taux de conversion, on a envie d'avoir une réponse rapide à cette question. Tu vois, il y a des trucs, des fois, tu comprends pas trop. Les gens, en fait, ils veulent juste avoir du trafic sur leur site pour ensuite mettre des trackers, pour ensuite faire du retargeting ou des choses comme ça. Et en fait, tu vois, ils cherchent pas forcément toujours de la conversion immédiate. Ils cherchent des fois de l'awareness, des fois du trafic.
t'es pas forcément au courant de ce qu'ils cherchent et surtout ils ont un budget de test, ils ont envie de tester. Bah tu peux faire partie de ce test-là. Le test sera peut-être pas concluant et peut-être qu'ils vont pas renouveler, mais bah en attendant, t'as toujours été payé, donc au final. Trop Et puis bien. si ça marche, c'est possible qu'en fait de leur test, tu sois la newsletter la plus performante et que bah après pendant les 2 prochaines années, ils vont te sponsoriser régulièrement. Hyper cool. J'avais pas pensé à l'idée des trackers, là. Tu me donnes une idée. Et après, je voulais dire aussi, je pense que c'est comme ça que tu as mis tes prix. C'est peut-être qu'aussi tu as mis un prix relativement accessible pour faire des tests. Parce que peut-être que moi, au début, j'étais partie sur des prix trop élevés et j'avais pas pris en compte ce côté. On a d'abord envie de tester la collab avec toi pour voir si ça se passe bien. Et maintenant que j'ai fait ça, bah, généralement, tous les sponsors avec qui j'ai bossé, ils veulent rebosser avec moi. Parce que tu vois, la première OP s'est bien passée, ils Ouais. ont kiffé. Donc, voilà. OK. Est-ce Bah, que en fait, j'ai t'as, pas forcément, pour revenir là-dessus, j'ai pas forcément des prix si bas que ça. Je suis vraiment aligné sur mes concurrents. ouais, Limite un peu premium parce que je pense que mon audience est de meilleure qualité. Mais par OK. contre, il y a un ou deux sponsors, je voulais vraiment les les avoir parce qu'en fait, tu vois, j'ai aussi, j'ai pas dit ça, mais j'ai une base de données avec 300 sponsors que j'ai notés et que mon assistante virtuelle va démarcher de manière régulière dès que le calendrier se vide un peu. Ah bah Donc voilà le petit tip secret où il faut écouter le podcast jusqu'à la fin, Sébastien. voilà. Trop bien. Donc bon, j'ai d'autres choses à dire, mais c'est difficile de tout raconter en si peu de temps. Donc voilà, Ouais. il y a pas mal de choses à faire. Il faut vraiment démarcher les sponsors des concurrents. Et il y en a certains qu'en fait j'avais pas réussi à avoir ou en fait j'ai essayé de les contacter un peu de manière régulière pendant 1 ou 2 ans et en fait bah à chaque fois ça donnait rien. Et Hmm. bah en fait je me suis dit bah je vais leur donner un slot le moins cher que j'ai dans ma newsletter qui a pas été vendu. Et ça va leur donner un peu une idée de la performance qu'ils peuvent avoir. Et depuis, bah en fait, un sponsor comme ça où en fait bah, j'ai signé 5 000 € de sponsoring dans les 6 derniers mois parce qu'en fait je leur ai offert un slot à 100 € 6 mois avant quoi. Hyper bien. Bon bah écoute, la technique de l'échantillon. Écoute, Voilà. c'est super. Donc tu vas nous donner le défi et parce qu'après on va voir comment t'es allé jusqu'à industrialiser toute ta recherche de sponsors, etc. C'est hyper bien processé pour justement gagner du temps homme et finalement tu gères ta newsletter un peu comme un SaaS. Ça sera l'objet Mm. du dernier épisode. Est-ce qu'on fait un truc là-dessus sur ce côté sponsor? Si tu devais nous dire, allez, il y a un truc à faire là-dessus pour qu'on trouve nos prochains sponsors, ce serait quoi? Bah, c'est de regarder l'offre de la concurrence, aller trouver 2 ou 3 newsletters concurrentes. Ils ont sûrement une page de sponsoring, soit qui est partagée dans la newsletter, soit qui est sur leur site web. Alors, il y en a certains qui cachent volontairement leur prix. C'est aussi une stratégie qui est intéressante parce que ça permet d'avoir des emails et puis de partager Ouais. l'offre ensuite une fois qu'on a le lead. Donc, c'est 2 stratégies différentes. Mais en tout cas, il y aura sûrement des sponsors qui ont des pages publiques avec leur offre visible. Donc, Trop ça vaut bien. le coup Merci d'étudier. beaucoup pour ces tips. Et puis comme ça, vous pouvez vous construire votre base aussi de pricing et votre base de concurrents, et de votre base de sponsors idéaux, commencer à la mapper. Moi, c'est ce que j'avais fait aussi pour me donner des idées. Allez, c'est parti pour le dernier épisode, la partie où tu vas nous raconter comment tu as fait pour vraiment scaler ta newsletter. Et qui dit scaler dit mettre en place des bons process, automatiser, enlever du temps homme et tout ce temps que tu peux pas passer parce que tu as quand même tes missions freelance à côté et accessoirement une vie. Donc on va en parler dans Ouais. l'épisode suivant. Alors, comment on fait pour scaler sa newsletter? Tu m'as dit en préparant, franchement, moi, je gère ma newsletter presque comme un SaaS. Alors, le SaaS, c'est le business model le plus scalable. Ça paraît parfois contre-intuitif par rapport à la création de newsletter où c'est de la matière grise, etc. Mais quelles sont les étapes que tu as processées? Comment tu as fait pour scaler et automatiser cette création? Bah, ça a mis un peu de temps au début en fait de comprendre le business model. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de médias aujourd'hui qui sont spécialisés. Par exemple, tu as des newsletters qui sont juste concentrés sur la vente d'emplacements publicitaires pour la newsletter. Tu as des newsletters qui sont spécialisés sur la croissance des newsletters. Donc en fait, je me suis abonné un peu à tous ces médias. J'adore. Euh, C'est un peu méta, moi aussi. ouais, mais oui, J'ai mais vu que tu avais mis là dans la newsletter, genre newsletter operator. Moi, c'est des podcasts comme ça que j'écoute sur comment faire croître ta newsletter. voilà. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et bon après c'est souvent les mêmes choses qu'ils disent. Au bout d'un moment on a fait le tour, mais il y en a certains sur effectivement sur lesquels des fois enfin ils partagent des astuces assez intéressantes et assez pragmatiques sur lesquelles on peut appliquer pour faire croître sa newsletter ou pour la monétiser mieux ou de manière générale optimiser le business model qu'il y a derrière. Donc moi je pense que le premier truc à comprendre c'est effectivement que
Moi, je suis pas sur le modèle de j'ai un produit à vendre. Je suis vraiment sur un truc un peu récurrent où en fait, il faut que l'abonné il reste abonné dans le temps pour qu'il me rapporte de l'argent. Donc un abonné aujourd'hui, je crois que ça me rapporte, je sais pas, 2 euros par an s'il reste abonné et qu'il ouvre 50% des emails. Donc j'ai un taux d'ouverture à peu près 50%, je fais à peu près ouais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, un abonné qui reste abonné, j'en ai 45 000. Bon, j'ai pas la calculette sous les yeux, mais je pense que c'est à peu près dans cet ordre-là, 2 euros. Et bah, j'ai mesuré qu'en fait j'ai pas beaucoup de churn, donc au final il y a des outils qui permettent de calculer à peu près une estimation du subscriber lifetime value par rapport à ces métriques-là que j'ai, l'open rate, le nombre de unsubscribe, le revenu par an, et à partir de là, on sait à peu près combien on peut dépenser en acquisition pour acquérir un nouvel abonné. Et Donc, oui, à un parce moment qu'il y a, donné, c'est ça, ce temps que tu passes à trouver des nouveaux abonnés ou cet argent, parce qu'il y en a qui vont faire de la pub, par exemple, pour leur newsletter, pour ensuite avoir plus de sponsors. eh ben moi j'en fais aussi. Ah, ok, Donc, intéressant. ce qui se passe, c'est qu'en fait, bah, moi, il y a plusieurs phases dans ma newsletter. Il y a la phase où j'étais vraiment sur le segment français. Ensuite, je me suis lancé en anglais, où j'ai commencé à faire des threads sur Twitter. D'ailleurs, ma newsletter était sur Revue, qui a été rachetée par Twitter à un moment donné. Ils ont fait un Hmm. truc qui était vraiment génial pour moi. C'est à un moment donné, Revue avait une intégration avec Twitter qui permettait aux abonnés en fait de s'inscrire à ta newsletter que tu partageais sur Twitter en un seul clic sans double opt-in parce qu'en fait j'utilisais le mail de Twitter directement. Donc là en fait je D'accord. convertissais à foison avec des frais de Twitter. C'est comme ça que j'ai eu la majorité de la croissance de ma newsletter. Hmm. Malheureusement Elon Musk est arrivé. Il a killé Revue. Il a viré cette intégration et bah moi je suis passé sur ConvertKit depuis. Ok. Et du coup, depuis ce moment-là, en fait, c'est vrai que avec les changements qu'il a fait en plus cette année, en début d'année là, la croissance organique sur Twitter, elle est beaucoup plus compliquée pour moi. Hmm. Donc aujourd'hui, ce qui marche le mieux pour moi, c'est vraiment le bouche à oreille et la pub. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est vrai que malgré mes efforts, je peine à retrouver en organique, en faisant des posts sur les réseaux sociaux, la croissance que j'avais avant. Hmm. Donc aujourd'hui, je fais plus d'acquisitions payantes parce qu'en fait, bah déjà, j'ai pas que ça à faire de faire le zouave sur les réseaux sociaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tu vois, comme j'ai mon travail avec Facebook à côté, en fait, c'est plus rentable pour moi de travailler sur un projet qui m'intéresse avec Facebook et de dépenser l'argent que j'ai obtenu de cette manière-là en acquisition payante sur ma newsletter Hmm. que en fait de me mettre all-in sur la newsletter et de faire le zouave toute la journée sur les réseaux sociaux parce que moi en fait bah au début c'était un peu marrant tu vois d'avoir de l'engagement et tout Ouais. mais c'est vrai que c'est pas un truc qui m'amuse enfin aujourd'hui Oui, c'est pas ce que j'ai envie c'est de faire hyper tu vois. intéressant de se dire quelle est mon activité passion et en fait bah quelque part c'est pour ça que je disais c'était pas négatif hein, c'est que des fois les développeurs bah juste vous kiffez développer aussi donc Bah ça n'a ouais rien c'est à ça. voir avec être une figure d'autorité qui va parler dans des conférences toute la journée tu vois ou faire un média ou même Bah écrire. typiquement tu vois c'est ça moi le côté de l'acquisition organique qui me saoule vraiment c'est tu vois genre t'as créé un truc intéressant à un moment donné. Maintenant, il va falloir que tu schedules des posts sur LinkedIn, que tu fasses des déclinaisons, que tu l'adaptes un petit peu pour que ce soit natif sur la plateforme, que tu reformates l'image de rectangle à carré, que tu joues un peu avec l'algorithme, que tu mettes des hashtags sur cette plateforme mais pas sur celle-là. Tu vois, aujourd'hui, moi, je préfère en fait dire, bah, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire ça. Mm. Et je vais dépenser 1000 euros par mois en pub et bah, ça va supporter ma croissance de la même manière que si je faisais ces trucs-là qui me plaisent pas. Ouais. Franchement, Mais ça me alors saoule de faire ça, si quoi. on va jusqu'au bout du raisonnement, alors déjà, l'organique versus la pub, je pense que tu peux le faire parce que tu as calculé la value d'un subscriber. Désolée de faire mon Jean-Claude Van Damme, mais voilà, ça me vient pas en français. Parce que déjà, moi, je sais même pas combien ça me rapporte un subscriber. Tu vois, j'ai pas cette analytique, ce niveau de profondeur-là. Après, sur l'histoire du budget, tu pourrais très bien mettre tes 1000 euros aussi sur un assistant virtuel, plus des IA pour augmenter ta portée organique, un peu comme un SaaS va mettre en place une stratégie de contenu. Donc, c'est aussi des choix, des arbitrages que tu fais par rapport Bah, à... effectivement, aujourd'hui j'ai deux assistantes virtuelles. Il y en a une qui s'occupe des sponsors. Donc pour cette partie-là, en fait, elle gère un Airtable sur lequel va y avoir
la liste des 300 sponsors. Moi, mon seul rôle là-dessus, c'est de mettre une note et éventuellement rajouter des sponsors que je vois, mais normalement, elle fait un tour des concurrents pour mettre les sponsors qui sponsorisent la concurrence. Donc ton activité prospection de sponsors, c'est complètement géré, quoi, complètement outsourcé. C'est pas complètement géré parce qu'il y a quand même pas mal de top sponsors que moi je veux démarcher directement, sur lesquels en fait je vais leur proposer des trucs peut-être un peu plus custom, et en fait j'ai vraiment pas envie que la relation elle commence sur de la délégation, parce qu'en fait je peux pas le gérer moi-même. Je pense que c'est important aussi de garder un peu la main sur cela. Mais il y a des sponsors où en fait il suffit d'envoyer un mail, rentrer en contact avec eux, avoir un premier retour sur notre offre ou des choses comme ça, et puis des fois ça fonctionne sans mon intervention. Le seul truc que j'ai fait, c'est de mettre une note sur Airtable pour dire si ça matchait bien avec l'audience ou pas, pour qu'elle puisse savoir qui contacter en priorité. Ça marche. Tu m'avais dit aussi que tu avais un logiciel pour gérer les sponsorings, c'est quoi? Alors effectivement, ça aussi c'est un truc que j'ai adopté l'année dernière, ça s'appelle Sponsy. C'est un petit investissement quand même, hein, ça coûte 150 € par mois, donc c'est un SaaS professionnel pour gérer les sponsors du newsletter. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on commence à faire des emplacements publicitaires sur les newsletters, on passe un temps fou à envoyer des emails pour récupérer les copies, les images, les liens de chaque placement. Moi, j'ai 4 placements par semaine. Alors, si je m'amuse à faire 4 échanges par semaine avec des sponsors pour récupérer, et que chaque échange fait 10 mails, non seulement, en fait, on fait des erreurs, parce qu'en fait, retrouver les conversations sur Gmail, savoir quel était le mail, quel est le dernier lien qui a été partagé, sachant que des fois, les mecs, ils font des updates à la dernière minute. C'est compliqué. Donc, ce logiciel, les liens traqués, tout le bazar, enfin, c'est voilà, hyper relou. avec l'ID du tracking qui change d'une semaine à l'autre, ou des trucs comme ça. Donc maintenant, en fait, il y a eu quelques erreurs par le passé, sachant que je déléguais cette partie-là à aussi une autre assistante virtuelle qui fait l'intégration des sponsors dans la newsletter. Et en fait, on a adopté ce nouveau logiciel qui permet en fait aux sponsors d'avoir un portail sur lequel en fait ils vont directement uploader les assets, et ils vont avoir des rappels. Et il y a d'autres features que j'utilise pas trop, mais peut-être que j'utiliserai dans le futur, comme le reporting qui va se connecter directement à ta plateforme de mail, qui va télécharger le nombre de clics qu'il y a eu sur la pub du sponsor et lui faire un reporting en lui disant voilà, ton coût par clic c'est ça, ton taux de clics c'est ça, ton nombre de clics total unique c'est ça. Et en fait eux, ça leur permet aussi aux sponsors d'avoir de la visibilité sur les différentes créatives qu'ils ont testées et leurs stats. Donc éventuellement de savoir quels sont les créatifs qui fonctionnent et celles qui fonctionnent pas, quoi. Bon, tu t'es quand même méga professionnalisé, et là c'est bien d'aller voir du côté US, parce que tu vois, en France c'est un peu faiblard encore les SaaS et tout ça. Comme c'est un moins gros marché du sponsoring et des médias, des nouveaux médias, il n'y a pas encore tous ces trucs-là, donc c'est cool que tu sois allé les dégoter pour nous. Bon, parfait. Est-ce que t'as peut-être un conseil final ou là-dessus sur comment vraiment professionnaliser encore sa newsletter et peut-être s'apparenter au SaaS pour développer encore la prédictibilité et puis la récurrence des revenus? Je pense qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que on a un business model qui tourne, alors ça, déjà il faut l'optimiser un peu pour trouver le business model qui fonctionne. Donc globalement, ça veut dire qu'à partir du moment où tu commences à faire de l'acquisition payante, il faut te poser la question, en fait, déjà combien tu valorises ton temps. Tu vois, par exemple, si tu passes 1 heure à faire un post LinkedIn, et que en fait t'es à 100 € de l'heure, et que ton post LinkedIn fait 5 abonnés, en fait, tu vois, tu payes 20 € l'abonné. C'est horrible vu comme ça. Non, mais c'est horrible. Bien sûr c'est horrible, mais pas. En fait, tu vois, le truc, c'est que je suis sûr que toi, tu te dis aussi, en fait, ma croissance, elle est là sur mon podcast, mais en vrai, tu vois, tu fais beaucoup d'efforts, que tu mesures pas forcément, mais en fait, c'est vraiment du temps que tu aurais pu utiliser pour gagner de l'argent autre part. Ouais, donc, clairement, moi, je gagne l'argent via des produits, donc je sais que c'est directement lié, mais j'ai pas fait un tracking aussi précis. Mais en 2025, je vais devoir traquer un peu plus, parce que je vais augmenter la scalabilité notamment vers l'incubateur online, qui est un produit plus scalable. Et là, j'ai besoin de témoignages comme le tien pour me forcer à faire plus d'analytics. Et donc du coup, en fait, tu vois, moi, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, plutôt que de passer 1 heure, c'est-à-dire dépenser 100 € de mon temps à faire un truc qui me plaît pas trop,
et de récolter 5 abonnés, donc un coût par abonné de 20 euros, qui est quand même assez élevé, et ben en fait, tu vois, tu vas sur, je lance des pubs sur Instagram et j'ai des abonnés pour selon les périodes et selon la performance, entre 1 et 3,50 € à peu près, ce qui reste raisonnable et ce qui match à peu près avec mon coût de subscriber lifetime value, qui est, je pense, comme j'ai une bonne rétention, c'est difficile d'estimer, mais sûrement entre 4 et 6 euros, tu vois. Donc je pense que quand j'acquiers un abonné à 2 ou 3 euros, je rentre dans mes clous. Et en plus, il y a des effets qu'on mesure pas, comme le bouche à oreille qui va créer derrière. Donc l'abonné, en fait, non seulement en fait je le monétise à une certaine valeur, mais en plus il va peut-être ramener des potes, et ça aujourd'hui je le traque pas, mais il y a aussi des outils qui permettent de le traquer. Ouais, on peut aller beaucoup plus loin encore si vous êtes intéressé par tout ce qui est référal, stratégie comme ça, allez écouter les médias que tu nous glisses dans la newsletter, parce que là vous pouvez y passer des plombes. Hein. Clairement, vous allez tomber dans un autre rabbit hole de la monétisation et de la scalabilité des newsletters, surtout aux États-Unis, qui est passionnante. Écoute, franchement, Sébastien, ma dernière question peut-être, c'est quoi la suite pour toi, quoi? Est-ce que tu vois encore plus de scalabilité, encore plus de croissance? Ou tu restes comme ça, parce que c'est ça aussi qu'on se pose comme question quand on a plusieurs lignes de revenus, pour garder une vie cool, pour pas tomber dans des activités qui nous déplaisent. Comment tu vois toi un peu l'avenir de ta vie? Effectivement, moi là comme je le vois, c'est en fait c'est vrai que la newsletter, créer la newsletter chaque semaine, c'est aussi, ça fait 4 ans que je le fais, c'est un peu devenu aussi une contrainte. Je suis moins libre qu'avant parce qu'en fait j'ai un calendrier de sponsoring à respecter, et si j'envoie pas l'email, les sponsors ils m'ont payé pour ça, donc ils vont pas être contents. Donc ça m'embête un peu, donc je suis vraiment dans une phase où en fait j'essaye de déléguer. Donc j'ai aussi une entreprise de service de service de développement qui s'appelle Théodo, qui commence à collaborer avec moi et à écrire les newsletters pour moi sur la rédaction, qui est le truc qui prend vraiment, ça me prend 2 à 3 jours pour écrire une newsletter. C'est vraiment très chronophage, et cette partie-là, en fait, j'aimerais bien la déléguer. Donc, en fait, j'accepte que une partie des revenus de la newsletter aille à cette entreprise qui va m'écrire des newsletters pour moi, et déjà me permettre moi de libérer du temps pour faire mon métier. Je suis quand même développeur à la base, pas journaliste. Je suis content de pouvoir encore faire un peu de développement, et j'ai prévu aussi d'onboarder d'autres entreprises un peu du même type pour en fait potentiellement un jour me subtraire de cette équation d'être l'écrivain merci, et puis que ça tourne un peu tout seul de manière communautaire, et qu'en fait moi je suis juste là pour m'assurer de la viabilité du projet sur le long terme, et puis il y aura sûrement aussi des revenus. Hyper cool, hyper intéressant, ta voix aussi, et comme quoi on peut organiser sa production et ses process, même du côté rédaction, ce qu'on n'y pense pas tout de suite quand on a une newsletter, mais c'est l'avantage d'ailleurs d'une newsletter peut-être versus un podcast. Même si en podcast, on peut quand même aussi pas mal déléguer des trucs, la recherche, la préparation, les rendez-vous et tout. Sébastien, c'était hyper cool que tu partages tout ça avec nous en toute transparence. Tu fais honneur à l'esprit open source qui caractérise votre profession, donc hyper sympa. J'espère que vous avez kiffé si vous êtes développeur ou créateur de newsletter. On met tous tes liens dans la newsletter pour te suivre et aller voir tous ces assets que tu as construits. Un grand merci à toi, on te suivra avec plaisir. Et puis à toutes et à tous, je vous dis à très bientôt.